Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui va être la première de la série vidéo sur la guerre d'Espagne. Comme j'en ai parlé, il s'agit de vidéos en mémoire de mon père, comme je l'ai évoqué, mais voilà, qui nous a quittés en juin. Et la guerre d'Espagne, c'est un sujet qui l'intéressait beaucoup, qui le passionnait. C'était un militant anarchiste qui a été en partie formé dans sa jeunesse auprès de militants anarchistes venus d'Espagne, qui avaient fait la guerre d'Espagne, qui avait fui en 1939, qui avait franchi la frontière, les Pyrénées, et qui lui en ont parlé, c'est-à-dire, qui l'ont raconté. Alors évidemment, c'est juste des témoignages d'un seul camp, des témoignages éparses parmi d'autres, mais ça lui a créé cette passion pour cette période. Il a lu sur cette période après, et on avait l'envie, le projet de faire ensemble cette série de vidéos. À la base, on devait le faire quand il serait guéri, quand il aurait été allé mieux. Finalement, ça ne sera pas le cas, donc je vais le faire, je vais la faire seul, mais un peu en sa mémoire. Donc, c'est la première vidéo. D'habitude, je le dis pas, je le dis qu'en fin de vidéo, mais cette vidéo, voilà, enfin, cette série vidéo, j'ai envie aussi voilà, qu'elle soit vue, qu'elle soit bien. Donc, n'hésitez pas à aimer ces vidéos et à les partager pour sa mémoire aussi, quoi. Mais avant d'étudier l'histoire de la guerre d'Espagne, il est nécessaire de revenir sur l'histoire de ce pays durant les décennies précédentes pour comprendre les origines de ce conflit. Comment l'Espagne s'est retrouvée plongée dans la guerre civile, dans une guerre civile aussi violente. Certes, il y a le contexte de l'année 1936, mais il faut remonter bien avant pour voir qu'il y avait déjà des choses dans le pays qui prédisposaient à un tel déchaînement de violence. L'Espagne est alors une ancienne puissance coloniale qui dominait un immense empire. Mais il l'a perdu. Il a perdu cette puissance coloniale, il a perdu cet empire, notamment après les guerres napoléoniennes, lorsque l'Espagne était occupée par Napoléon, que le roi de l'époque a été renversé, qu'il y a eu une période de violents affrontements dans le pays entre la partie de la population et l'armée napoléonienne, période qui a fortement affaibli l'Espagne, et le pays ne s'en est jamais vraiment totalement relevé. Dans les années suivantes, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale ont pris leur indépendance, et le pouvoir royal, qui certes a été rétabli, reste fragile, contesté d'un côté par les libéraux qui le critiquent pour son autoritarisme, contesté également par des divisions internes, notamment en 1833 après la mort de Ferdinand VII, où son frère Charles et sa fille Isabelle II vont... Enfin, Isabelle II était un peu jeune pour vraiment mener la guerre, mais il y a eu une guerre de succession, querelle de succession, puisque Ferdinand VII avait fait appliquer une pragmatique sanction qui permettait à une héritière d'avoir le trône, ce qui n'était plus possible en Espagne depuis l'arrivée des Bourbons, qui avaient appliqué la même tradition qu'en France, où c'était seulement les hommes qui héritaient du trône. Et du coup, d'après cette tradition qui s'était instaurée, c'était le frère Charles du roi Ferdinand VII qui devait hériter du trône. Mais Ferdinand VII avait changé la règle de succession, ce qui faisait que sa fille pouvait hériter. Il y a eu un conflit entre les deux, les partisans des deux camps se sont affrontés, et finalement Isabelle II l'a emporté, grâce à l'appui notamment de puissances étrangères qui lui ont donné la victoire face aux carlistes. Cependant, son règne va être difficile. Elle est impopulaire, il va y avoir une grande instabilité, des mouvements d'insurrection, des révoltes paysannes, et de plus en plus, elle va devoir s'appuyer sur l'armée pour rester au pouvoir, et c'est l'armée qui va gouverner de plus en plus. Donc déjà, on voit l'armée qui commence à prendre de plus en plus la main sur le pouvoir et à s'impliquer dans la vie politique du pays. Et en plus, il y a la division du courant monarchiste qui se perdure, puisque les courants carlistes continuent d'exister. En 1868, le général John Prim va renverser Isabelle II. Il lance une révolution et force la reine du coup à abdiquer. Enfin, d'abord à quitter le pays, puis finalement à abdiquer 2 ans plus tard, en 1870. Il y a un moment après des discussions pour savoir qui va monter sur le trône, et c'est Amédée de Savoie qui est appelé à régner. Mais il ne va pas rester longtemps non plus, et en 1513, il abdique à son tour, et devant l'échec de la monarchie de 2 rois d'affilée, on décide de la République se met en place. La première République espagnole se met en place. Et ça va être un nouvel échec. Elle va, elle aussi, être incapable de faire face à l'instabilité du pays, à la crise sociale face à laquelle le pays est, à l'instabilité aussi avec les mouvements d'insurrection et révoltes qui continuent. Et 2 ans plus tard, la République tombe. Elle a duré seulement 2 ans, et c'est un échec. Du coup, la monarchie est rétablie, c'est Alphonse XII, fils d'Isabelle II, qui arrive au pouvoir. Son règne va être plus long et globalement on va arriver à une certaine stabilité, puisqu'après ça va succéder en ordre normal. Mais ça n'empêche pas une instabilité dans le pays, notamment avec les mouvements sociaux qui continuent, les insurrections paysannes, des mouvements ouvriers de plus en plus importants, avec l'industrie qui se développe, avec le UGT et les anarchistes, et une situation économique dans le pays qui reste très difficile, une grande pauvreté, une grande misère qui se poursuit. Donc en espace de 7 ans, nous avons 2 abdications de rois, un régime républicain qui se met en place et qui tombe,
Donc vous voyez bien le niveau d'instabilité dans lequel on est déjà à cette période-là. Et le règne d'Alphonse XII va être pareil, même si lui va durer plus longtemps, bien plus longtemps, mais ça va pas être une sinécure. Confronté donc là aussi aux difficultés économiques d'un pays qui n'arrive pas à se moderniser, le pays, l'Espagne continue de vivre sur sa gloire passée sans se moderniser, une agriculture qui reste très archaïque, une population agricole pauvre, avec avec beaucoup de très petits propriétaires, voire de paysans sans terre. On a des mouvements aussi autonomistes et indépendantistes, on a des révoltes anarchistes qui se développent dans le pays. Ça devient très compliqué pour le roi, pour le pouvoir en place. Et cette situation qui perdure donc pendant de nombreuses années durant le règne d'Alphonse XII, bien s'aggrave encore plus à partir de 1917. C'est en effet l'année de la Révolution russe. Et suite à cette révolution, il y a une vague révolutionnaire, en tout cas de grands mouvements sociaux allant de grandes grèves à des vrais mouvements révolutionnaires à travers l'Europe. En Allemagne, en Europe de l'Est, grands mouvements de grève en France. Ça secoue partout, en Italie aussi, et l'Espagne n'est pas épargnée. Il y a des grands mouvements de grève, il y a même dans certaines villes, il y a des républiques bolcheviques qui sont autoproclamées. Alors, ça reste localisé, ça reste des autoproclamations, mais ça montre quand même déjà une atmosphère révolutionnaire. Donc, il y avait déjà les anarchistes, maintenant il y a les communistes qui s'y mettent. Ça devient de plus en plus tendu. Si on ajoute à ça aussi les difficultés provoquées par la grippe espagnole, qui alors n'est pas originaire d'Espagne, contrairement à ce que son nom indique. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette grippe était globalement censurée dans beaucoup de pays parce qu'on était une période où il y avait une censure de la presse très forte à cause de la guerre. Alors qu'en Espagne, alors certes, la liberté de la presse, c'était pas la grande liberté, la grande folie, mais il y en avait quand même plus parce que le pays n'était pas en guerre. Et du coup, c'est dans ce pays qu'on a d'abord parlé de la grippe, et du coup, à l'époque, on a parlé de la grippe espagnole puisqu'on avait l'impression qu'elle venait de là. C'était pas le cas, elle venait probablement plutôt des États-Unis. Donc, voilà, il y a plusieurs thèses sur l'origine de la grippe, mais en tout cas, elle n'est pas d'Espagne. Mais elle a fait quand même 200 000 morts dans le pays, donc c'est pas rien, et ça a quand même eu un effet non négligeable sur la vie du pays. Il y a un soulèvement au Maroc également, qui vient compliquer les choses, et il y a une instabilité gouvernementale avec 23 crises gouvernementales entre 1917 et 1923. C'est le bordel, et dans ce contexte-là, le général Primo de Rivera va prendre le pouvoir effectif comme chef du gouvernement, et c'est lui qui va effectivement gouverner pendant 7 ans, plus que le roi. Donc celui-ci, le 13 septembre 1923, il publie un manifeste où il dénonce la classe politique, l'accusant d'être corrompue, d'être inefficace, et avec l'appui de la grande bourgeoisie, des grands propriétaires terriens, mais également du roi, qui décide de ne pas s'opposer à sa tentative de soulèvement avec une partie appuyée par l'armée, qui l'appelle carrément à prendre la tête du gouvernement, il gagne le pouvoir et instaure sa dictature, entouré d'un directoire de 10 militaires, donc c'est vraiment une dictature militaire, donc c'est l'armée qui arrive en prétendant revenir pour ramener l'ordre, restaurer l'ordre dans une Espagne menacée, rétablir la grandeur du pays. C'est les thématiques qu'on va retrouver en 1936 avec l'armée qui arrive pour rétablir l'ordre face aux anarchistes communistes qui sont vus comme une menace pour l'ordre établi et pour l'Espagne ancestrale, qui est à leurs yeux liée à l'Église, liée aux grands propriétaires terriens notamment. Donc on retrouve un peu certaines logiques qui étaient déjà présentes à ce moment-là, qu'on va retrouver par la suite. Sous cette dictature, on a la dissolution des conseils municipaux, des cortes, qui sont les assemblées, les partis politiques sont interdits, il y a aussi la répression qui s'abat sur les syndicats, notamment les syndicats anarchistes. L'UGT, plutôt socialiste, va s'en sortir un peu mieux puisqu'elle va finir par accepter de participer aux institutions du régime sur les questions du travail. Mais il y a quand même une répression qui s'abat sur les syndicats, la censure. On a également le castillan qui devient langue obligatoire, on interdit les langues régionales, donc il s'agit de renforcer le centralisme de l'État dans un pays qui est très marqué par de fortes identités locales et des mouvements autonomistes et indépendantisme, on dit. On a également une volonté d'industrialiser et de moderniser le pays. C'était quelque chose qui, comme je vous dis, avait pris beaucoup de retard, donc en soi c'était quelque chose qui il fallait le faire. Il y a des chemins de fer qui sont construits, la production industrielle augmente, et pendant les premières années, il y a quelques succès. Les gens restent dans la pauvreté, les conditions de travail restent dures, il y a quelques améliorations, et ça permet au régime quand même, comparé à l'incurie qui avait précédé, d'avoir une certaine popularité. Mais ça ne va pas durer, puisqu'en 1929, il y a la crise économique qui va frapper également l'Espagne. Le régime va se montrer incapable d'y faire face, et les rares gains qui avaient eu lieu pendant les premières années vont être totalement effacés. On va replonger dans la misère. Et rapidement, les gens vont se rendre compte que ceux qui ont vraiment profité du régime, ça reste quand même l'élite, les grands propriétaires, la grande bourgeoisie qui avait soutenu l'arrivée au pouvoir de ce régime. Donc c'est pas étonnant que ce soit eux qui en profitent. Le gouvernement est impopulaire. Si on ajoute à ça une défaite au Maroc de l'armée qui va fragiliser l'image et qui va écorner le prestige de l'armée, tout ça va conduire finalement Primo de Rivera d'être très affaibli. Le roi va le lâcher, craignant d'être entraîné dans sa chute. Donc il décide de s'en débarrasser. Allez, oust, il dégage. Mais ça va pas permettre au roi de se maintenir au pouvoir pour autant. Le roi reste très impopulaire, fragilisé, ça fait 7 ans qu'il n'a pas vraiment exercé le pouvoir, il a de moins en moins le soutien de l'Église,
de l'armée non plus, mais en plus ils viennent de chasser leur général, donc forcément ça n'aide pas. Et en 1931, il y a des élections municipales qui se déroulent, qui sont gagnées par les républicains, notamment dans les villes où ils sont largement devant. Et les républicains et les socialistes décident de profiter de la faiblesse de celui-ci pour le renverser et proclamer la République. Ce n'est absolument pas institutionnel, ce qu'ils ont gagné c'est des élections municipales, pas des élections législatives. Donc ça reste une proclamation qui est très discutable d'un point de vue institutionnel, même si en soi les changements de régime sont souvent assez ambigus sur les questions constitutionnelles, ça arrive souvent, notamment parce qu'un régime parfois ne prévoit pas qu'on puisse en changer, sans que ça a été souvent le cas. Donc forcément, si le régime ne prévoit pas la manière de le changer, si on le change, et ce qui arrive toujours, un régime finit toujours par être changé, c'est pas institutionnel, automatiquement. Mais ça va quand même être une fragilité de la République par la suite, le fait qu'elle n'a pas été instaurée de manière très institutionnelle, ça va être une manière pour ses opposants de la contester et d'y opposer surtout ses opposants de droite qui veulent revenir à l'ancien régime. Mais en tout cas, le roi, dans sa situation de grande fragilité, ne va pas s'opposer à cette tentative et il va quitter le pays, il fuit, la monarchie abandonne, la République se met en place. Par la suite, il y a des élections constituantes qui sont organisées pour élire une assemblée pour désigner des bases du premier régime, la constitution et le début du gouvernement. Ces élections sont remportées par les républicains et les socialistes, et ils vont pouvoir former ensemble un gouvernement de gauche, mais qui est contesté à sa droite évidemment par les monarchistes, qui n'acceptent pas le changement de régime, les fascistes également, qui sont inspirés par l'Italie, qui est quand même pas très loin, de l'autre côté, c'est la côte d'en face, l'Italie, donc il y a quand même une inspiration, une influence qui existe. Il y a l'Église catholique également est très opposée à la République, notamment ses élites, notamment sa hiérarchie, alors que sur la base des catholiques, certes, ils sont plutôt contre la République, mais une partie des catholiques plus libéraux acceptent le nouveau régime. Mais le problème, c'est que les républicains vont se montrer intransigeants avec l'Église, farouchement laïque, et pas encouragés à faire des concessions face à, comme je l'ai dit, une hiérarchie catholique farouchement anti-républicaine. Mais du coup, leur intransigeance va repousser ces catholiques libéraux vers leur direction, et ça va les pousser dans l'opposition à la République. On a également l'armée et les grands propriétaires, la grande bourgeoisie qui sont hostiles au régime. On a également une partie de l'administration qui n'est pas fan du régime non plus parce qu'elle est quand même composée de pas mal de monarchistes et elle n'a pas été épurée, réformée. Donc la République, l'administration de la République est encore composée de beaucoup de monarchistes. Ça aide pas. Ni gauche ni droite, on va dire en termes d'opposition, ni à sa droite ni à sa gauche, qui n'est pas forcément opposé au principe de la République, mais il y a quand même tous les mouvements autonomistes et indépendantistes qui peuvent accepter un régime républicain, et qui parfois même sont plutôt favorables, mais ne veulent pas être sous la coupe de Madrid et qui veulent avoir leur propre république indépendante. Ce que la République espagnole ne souhaite pas forcément. Elle va certes lâcher des mesures en termes d'autonomie, mais ça va créer quand même des tensions et de l'instabilité. Sur sa gauche, il y a également les mouvements ouvriers, les communistes, évidemment, une partie des socialistes, l'UGT, mais surtout la CNT et la Fédération anarchiste, donc les mouvements anarchistes qui sont très forts en Espagne. C'est un pays d'Espagne où le mouvement anarchiste s'est développé très tôt et très fortement. Donc tout ça crée une agitation sociale, notamment donc les anarchistes qui, après les événements de 1931, pensent que la situation est révolutionnaire et espèrent pouvoir impulser une révolution qui renverserait le régime républicain pour instaurer le communisme libertaire dont ils rêvent, un régime plus égalitaire qui mettrait fin aussi à la grande difficulté dans laquelle le peuple est, parce que le peuple vit encore dans la misère, notamment dans les campagnes, mais également le monde ouvrier, on en reparlera plus tard, et le changement de régime avait suscité de l'espoir dans cette population, l'espoir d'améliorer leurs conditions de vie. Espoir qui va vite être déçu. Et donc, les anarchistes, forcément, espèrent, ils veulent changer les choses, veulent améliorer, lutter contre cette misère, vraiment, là où les républicains échouent. Ceux-ci ne sont pas pour autant inactifs. Il ne faut pas croire que les républicains, que cette seconde république n'a rien fait. Bien au contraire, il y a des mesures qui ont été prises. Réduction du temps de travail, un salaire minimum est mis en place, des terres sont réquisitionnées, la journée de 8 heures est mise en place, un système d'assurance maladie, des tribunaux des prud'hommes pour assurer les droits des travailleurs. On a également une éducation laïque et publique qui se met en place, ce qui est inspiré par le modèle français. On a des écoles qui ouvrent, 7000 sont ouvertes, on augmente les salaires des enseignants, mais les mesures vont être insuffisantes. On manque de moyens pour les mettre en place, notamment sur le point de vue éducation, il aurait fallu ouvrir plutôt dans les 27 000 écoles et ils n'ont pas les moyens de le faire. Les crédits manquent parce que la crise économique continue de sévir. Et sur les mesures sociales, elles ne sont pas tout le temps appliquées parce que la grande bourgeoisie et les grands propriétaires refusent souvent d'appliquer la loi. Et une grande partie des mouvements de grève qui vont avoir lieu durant cette période et qui vont contribuer à l'instabilité ne sont pas des mouvements de grève pour revendiquer de nouvelles lois, de nouveaux droits, mais juste pour demander que les lois et les droits obtenus soient effectivement appliqués. Donc c'est la grande bourgeoisie et ces grands propriétaires qui, en refusant d'appliquer la loi, ont contribué à l'instabilité sociale
qui leur faisait peur. Voilà. Et donc, dès 1932, le régime va avoir des difficultés. Déjà, il y a le général Sanjuro qui va faire une première tentative de coup d'État en 1932. Bon, ça va être facilement déjoué, c'est un échec, il doit fuir, il va au Portugal. Bon, il va revenir un peu en 1936, mais il va mourir, donc il ne va pas rester longtemps. Mais pour l'instant, il est écarté, même s'il y a des gens qui lui restent fidèles et qui complotent encore en Espagne. Sur le point de vue social, il y a aussi des grèves. Dès janvier 1932, une grève se déclare en Catalogne. Des mairies sont même prises par les militants anarchistes et la répression s'abat. Une douzaine d'ouvriers sont tués par les forces de l'ordre et il y a des arrestations en nombre. Et la censure frappe la scène. Janvier 1933, de nouvelles grèves éclatent. Puis en mars, là aussi, on a la répression qui s'abat. Dans la même période, on a les socialistes qui vont quitter le gouvernement. Ce qui fait que les républicains sont obligés de s'appuyer sur un gouvernement allant du centre-gauche au centre-droit, très minoritaire, de plus en plus d'opposants à sa gauche, toujours autant d'opposants à sa droite, et ben voilà, sa base est très réduite. Et c'est dans ce contexte que vont avoir lieu les élections législatives de 1933 qui vont voir une victoire de la coalition de droite, qui en termes de voix est derrière la gauche et le centre, mais qui profite de son union et du système électoral pour obtenir le plus de sièges, même s'ils n'ont pas de majorité absolue, et qui sont obligés de gouverner avec une partie des républicains. À ce moment-là, une partie de la gauche refuse totalement l'arrivée au pouvoir de la droite. Parce qu'on imagine l'arrivée au pouvoir de fascistes, le renversement de la République. Il faut prendre en compte le contexte quand même, le contexte européen. Quelques mois avant, Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne. Une dizaine d'années avant, c'est Mussolini en Italie. Et des dictatures se mettent en place dans différents pays, en Autriche, en Roumanie, voilà, il y a le Portugal à côté. On est dans une période de développement des dictatures, soit fascistes, soit nationales, réactionnaires, ultra-religieuses et anti-républicaines, selon les pays, qui se mettent en place. Donc dans ce contexte-là, il y a une peur sincère de l'arrivée au pouvoir de fascistes et du renversement de la République. Donc la gauche se mobilise contre ça. L'agitation sociale se renforce et la situation devient même parfois insurrectionnelle. Et de l'autre côté, la répression s'abat de plus en plus fortement. Décembre 1933, de grandes grèves se lancent, notamment dans certaines régions avec des grèves, des barricades, donc notamment dans l'Aragon et la Navarre, et l'armée est envoyée pour réprimer. Il y a les mitrailleuses qui sont utilisées, et ces insurrections de décembre coûtent la vie à 125 personnes au moins et 186 blessés graves. Il y aura également plusieurs dizaines d'arrestations. Donc la répression est forte. 1934, ça continue à Oviedo, où les mineurs se soulèvent et préarrivent même pendant un temps à prendre le contrôle de la ville et des environs. Et l'armée va être une nouvelle fois envoyée pour ramener l'ordre et réprimer violemment le mouvement. Et devinez quel est le général qui a été chargé de mener cette répression? El général Franco. Il était déjà là. C'était déjà un général important, mais nous parlerons dans une autre vidéo de Franco plus en détail. Mais en tout cas, c'est lui qui est chargé de mener la répression et il va ainsi gagner en prestige aux yeux de la droite et en influence. Cette révolte va faire officiellement 1051 morts chez les civils, 186 chez les policiers et 98 chez les soldats. Alors autant les chiffres chez les policiers et les soldats sont sûrement assez exacts, chez les civils, le chiffre réel a probablement été plus élevé. On a également les délinquants de droit commun qui décident de profiter de la situation. Après tout, c'est le bordel, ils en profitent, donc ça rajoute du bordel au bordel. Du coup, vous voyez, lorsque les législatives de 1936 arrivent, c'est déjà très compliqué dans le pays. On est dans une situation de grande instabilité. Et ces élections vont être marquées par de la violence, une grande violence. Il y aura 41 morts et 80 personnes gravement blessées durant la campagne. C'est quand même une campagne assez agitée. Chacun voit l'autre comme un ennemi. D'un côté, le dangereux communiste, couteau entre les dents. De l'autre côté, le fasciste, qui partout en Europe est en train de renverser la démocratie. Donc ça fait de cette campagne une véritable guerre contre un ennemi. La gauche l'emporte. El Frente Populaire unit, ressemblant à les communistes, les socialistes, les radicaux, et ayant l'appui informel des anarchistes qui, pour une fois, ne t'appellent pas à s'abstenir, l'emporte. De peu en voix, 34,3% contre 33,2% pour l'union de la droite, et comme l'union de la droite avait profité 3 ans plus tôt du système électoral, cette fois, c'est la gauche qui en profite et qui obtient 254 sièges contre 191 pour la droite. Au milieu, on a des centristes avec à peu près 18 sièges et les autonomistes et indépendantistes, souvent plutôt aussi dans une position intermédiaire entre l'union de la gauche et l'union de la droite, qui forment un centre qui est quand même globalement affaibli. Le centre est affaibli, ce qui renforce l'aspect d'opposition entre deux blocs, le bloc de droite, le bloc de gauche, et les positions intermédiaires sont très marginalisées. Mais ce gouvernement fait face aux mêmes difficultés qu'en 1931. La droite ne lui fait aucun cadeau, elle organise le désordre, des misées d'extrême droite mènent des exactions, notamment les phalanges qui sont clairement d'inspiration fasciste. Elle s'en prenne aux ouvriers et aux militants de gauche et syndicaux, mais les mouvements ouvriers s'agitent aussi. Ils n'ont pas très confiance non plus au gouvernement. Et les mesures sociales qui étaient dans le programme et qui tardent à être appliquées, ils n'ont pas la patience d'attendre et des mouvements se mettent en place pour les faire appliquer immédiatement. Sans compter les anarchistes qui continuent d'espérer le renversement
du régime capitaliste et la mise en place du communisme libertaire. Dans le même temps, les révoltes paysannes, qui sont quelque chose de très courant dans le pays depuis longtemps, continuent de plus en plus parce que la misère agricole dans les campagnes continue. En quelques mois, il y a 269 morts, 1287 blessés dans des bagarres de rue, 380 bâtiments sont attaqués ou endommagés, 43 locaux de journaux attaqués ou saccagés, et 146 attentats à la bombe. C'est une situation très tendue, une nouvelle fois. En juillet, il y aura une série d'assassinats politiques des deux côtés, qui vont aboutir notamment au meurtre du leader monarchiste Calvo Sotelo, qui un peu avant avait affiché sa sympathie pour le fascisme, du coup il était vraiment perçu comme une menace. Donc il est assassiné dans la nuit du 12 au 13 juillet, les personnes responsables de l'assassinat ne seront pas condamnées. Par la suite, il y a un enterrement qui va être une démonstration de force de la part des monarchistes et globalement de la droite, alors que dans le même temps, il y a également l'enterrement du lieutenant Castillo, qui lui était un militant de gauche qui avait été également assassiné, qui est une autre démonstration de force de la gauche, le même jour. Ça conduit à des affrontements supplémentaires, sans d'en rajouter. À l'Assemblée, les invectives fusent entre leaders de la droite et de la gauche, donc on le voit politiquement, on est au bord de la guerre civile déjà à ce moment-là, quand on va se déclarer, mais ça nous le verrons dans la prochaine vidéo. Pour finir, petit point sur la situation économique du pays durant ces années-là, parce que comme on l'a un peu évoqué en filigrane, le pays connaît une grande misère, une grande pauvreté, donc on va essayer de voir ça plus en détail, et c'est quand même une cause très importante de la situation de l'instabilité. Les campagnes, il y a beaucoup de petits propriétaires qui vivent dans la misère. À côté, il y a de grands propriétaires qui possèdent quasiment toutes les terres. Ainsi, 2% des propriétaires possèdent à peu près 67% des terres. C'est quand même une disproportion énorme, avec des propriétés qui vont de 100 à 5000 hectares, alors qu'à côté, beaucoup de paysans ont très peu de terres. En 1931, on a 24 millions d'habitants en Espagne, la moitié sont illettrés, alors que l'Église a le monopole quasiment sur l'éducation, donc on voit qu'elle n'avait pas forcément très bien le boulot. Et sur le point de vue agricole, il y a 2 millions de paysans sans terre, alors qu'à côté, 20 000 personnes tiennent la moitié du pays. Et il y a 8 millions de personnes qui vivent dans la pauvreté, un tiers de la population. Donc c'est quand même un gros problème, c'est pas marginal du tout. On est dans un pays où la pauvreté est bien plus forte que dans d'autres pays européens à la même époque. Donc face à cette situation, dans les campagnes, c'est très agité. Il y a des jacqueries paysannes qui se déroulent régulièrement, et ce sans avoir besoin de mouvements politiques qui y poussent et qui les encouragent. Mais en effet, depuis maintenant la moitié du 19e siècle, les mouvements anarchistes se développent. Alors la CNT à partir de 1911, mais avant il y a déjà des mouvements anarchistes qui existaient. Comme je vous dis, l'Espagne, c'est un des pays où l'anarchisme s'est développé très fortement. Et ces anarchistes sont très favorables à la collectivisation des terres. Ce qui apparaît comme une solution pour ces paysans qui souffrent justement de ne pas avoir de terre ou en avoir très peu. Et qui voient à côté des grands propriétaires qui les exploitent alors qu'ils vivent dans la misère. Et que ces grands propriétaires vivent dans l'abondance. C'est une situation d'injustice qui n'est pas tolérable et qui provoque forcément de la colère, des révoltes, et des révoltes violentes, surtout lorsqu'en face, la violence est utilisée pour les réprimer. La violence d'un côté entraîne la violence de l'autre, et ça ne fait que si souvent un engrenage de violence. Les insurrections à la base paysanne avaient tendance à être un peu violentes parce qu'il y avait beaucoup de colère accumulée. Une grande violence s'exerce contre eux pour les réprimer, ça ne les pousse qu'à être encore plus violents, et ça ne fait que justifier du coup après aux autorités de se montrer encore plus violentes dans leur répression. Ainsi, il y a des exécutions de militants, des arrestations, des déportations, l'emploi de l'armée coloniale qui a l'habitude de faire une répression violente et qui pratique une déshumanisation de l'adversaire, chose qui va se retrouver pendant la guerre d'Espagne, où chaque camp, comme je le dis, c'est un ennemi absolu, ce n'est plus un être humain, c'est un ennemi, c'est un fasciste, c'est un sale rouge, il faut le tuer. Donc ça fait des décennies que le tue. Et dans les villes, c'est pas beaucoup mieux. L'industrie qui se développe voit de grands mouvements ouvriers se développer, anarchistes, communistes, socialistes, et des grandes grèves là aussi souvent violentes et souvent réprimées avec violence. Donc le pays est marqué par des affrontements et l'instabilité depuis des décennies, nous l'avons vu. Les désaccords politiques se règlent déjà par les armes, avec donc les révoltes violentes, la répression, des assassinats politiques. Donc on a l'habitude de combattre par la violence son adversaire politique. Donc ce qui va se passer pendant la guerre civile, finalement, va être la continuité de manière plus violente, plus exagérée, plus horrible, mais de ce qui se faisait déjà avant. Si on ajoute à ça le contexte européen de violence et de tensions politiques entre le fascisme, les démocraties et le communisme, on avait tous les ingrédients pour que la situation soit explosive et qu'une guerre civile éclate. Voilà, c'est terminé pour cette première vidéo assez longue pour poser un peu le contexte de l'Espagne de l'époque et voir comment ce pays a pu plonger par la suite dans cette terrible guerre civile. J'espère que ça vous a intéressé. Là, dans 2 semaines, nous revenons avec une nouvelle vidéo qui cette fois va traiter concrètement du coup d'État du juillet 1936 et des débuts de la stabilisation des forces, donc les premiers jours, les premières semaines du conflit. Et ensuite, nous continuerons à évoquer certains aspects comme notamment les interventions étrangères dans la guerre civile espagnole, également la question des brigades internationales, la question des mesures de révolution sociale qui ont été prises dans
une partie du territoire républicain, les conflits politiques entre les différents camps au sein des deux camps, et nous essaierons de raconter un peu le conflit, même si, comme je l'ai dit, nous n'allons pas aborder en détail l'aspect militaire, la stratégie militaire, parce que l'histoire militaire est mon fort, donc on va parler des grandes phases, mais on ne va pas rentrer en détail là-dedans. Il y a déjà énormément de choses à aborder, mais si sur le champ, envie de faire des vidéos sur les batailles de la guerre d'Espagne, ce serait très intéressant à faire. Donc si un jour il passe par là, je vous invite à le faire. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager. C'est très important, ça pour moi cette fois. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.